L'Afrique et sa faune emblématique, avec aussi le bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète. Le continent abrite un quart de la biodiversité mondiale. Alors c'est un rendez-vous qui s'annonce comme majeur pour l'avenir de la planète. Le premier congrès africain dédié au rôle des aires protégées s'achève demain à Kigali, au Rwanda. Alors ces deux questions, la biodiversité sauvera-t-elle la planète? Et peut-on protéger la nature aux dépens de ceux qui y vivent? C'est notre grand angle avec vous, Furlongo. Bonsoir. Vous êtes anthropologue et directrice de France Survival International, une association qui travaille avec les peuples autochtones pour les aider à protéger leur mode de vie et leur territoire. Merci d'être avec nous. Selon l'ONU, 6419 espèces animales et 3148 espèces végétales sont menacées de disparition en Afrique. Est-ce que vous diriez que la 5e extinction de masse est réellement en cours en Afrique? Oui, les taux des pertes de biodiversité continuent à augmenter en Afrique. Ça veut dire qu'il y en a moins de biodiversité, pas seulement en Afrique, par ailleurs, partout, y compris à l'intérieur des aires protégées. Par contre, la partie de la biodiversité qui nous reste, donc les 80% de la biodiversité dans les planètes aujourd'hui, se trouve dans les territoires des peuples autochtones. On va y venir dans un instant. Peut-être juste avant ça, ce que vous iriez jusqu'à dire, puisque l'Afrique, je le disais, abrite un quart de la biodiversité mondiale, est-ce que le sort de la planète se joue en grande partie aujourd'hui en Afrique? Oui, surtout vous avez parlé de la forêt du bassin du Congo. La forêt du bassin du Congo, c'est la 12e forêt la plus grande au monde après l'Amazonie. Donc, c'est le 12e poumon de la Terre. Alors, l'Afrique est en première ligne du changement climatique. Le climat est aujourd'hui au cœur de l'agenda politique international. C'est moins le cas pour la biodiversité. Comment vous expliquez que ce thème peine un peu à s'imposer? On se pose exactement la même question parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas face seulement à une crise climatique, mais on fait face à une crise de la perte de la biodiversité. Et ça touche vraiment soit la planète, mais soit aussi la population locale qui dépend de cette biodiversité. Et la différence, je pense, c'est la question qu'il n'existe pas un mouvement par rapport à la biodiversité et les gens, ils sont moins... il fait moins peur la question climatique, elle nous touche directement. On parle en fait des conséquences que ça a sur notre vie quotidienne et on voit très peu les conséquences directes de la perte de la biodiversité. Donc ça, dans un certain point, nous inquiète un peu moins. Et donc c'est pour ça que les gens ils se coupent moins. Mais c'est une crise et c'est vraiment aussi dangereuse pour la planète comme la crise climatique. Alors, on va prendre un exemple concret en Côte d'Ivoire. La forêt du Banco est l'un des 8 parcs nationaux du pays, l'un des plus petits mais aussi le plus accessible puisqu'il se situe à Abidjan. Le reportage de notre correspondante Christelle Pire. Ce sont près de 3500 hectares de forêt qui s'étendent à perte de vue. Julien Kwame en connaît les moindres recoins. Il les parcourt comme guide depuis plus de 10 ans. Ils vous répondent là? Ah oui. Une partie du Banco est composée de forêts primaires, des ébènes, bambous, lianes qui ont toujours été protégées de la main de l'homme, un refuge pour les animaux et les végétaux. Les Ivoiriens appellent ça jaune amer. Ils mettent dans des bouteilles pour traiter le palu. Et ils consomment ça, mais ils n'ont jamais vu l'arbre. Mais ici, comme on ne prélève pas, on leur montre, c'est parce qu'on a conservé que peut-être vous arrivez à connaître l'arbre. Mais au-delà de sa biodiversité, la forêt du Banco est vitale pour la capitale économique ivoirienne. C'est un véritable précurseur de pluie pour tout Abidjan. Donc s'il pleut mieux à Abidjan, c'est grâce à cette forêt. Donc non seulement il fournit de l'eau potable à Abidjan par rapport à sa nappe phréatique, c'est aussi le poumon vert d'Abidjan parce qu'une forêt tropicale peut absorber 39,9 tonnes de CO2 par hectare. Respirer l'air pur, c'est ce que les visiteurs viennent chercher ici. La nature, le calme, et en même temps, voilà, ça me permet de faire du sport et puis voilà, de me replier sur moi-même, voilà, loin du bruit et de la pression de la ville. Nous, quand on vit sur Abidjan, on est un peu éloigné de la nature. Donc souvent, il faut venir les enfants pour qu'ils puissent voir un peu comment les choses sont. Voilà. Pas qu'ils vont s'habituer seulement à la voiture.
Mais la forêt du Banco risque de se faire grignoter par la pression démographique et par l'expansion de la capitale économique. À Abidjan, la population a presque triplé en 35 ans. Les autorités ont alors lancé la construction d'une enceinte, 10 km de murs, sur les 25 que forme le périmètre du parc. On est à 0,90% de pertes. C'est vraiment moins d'1%. Mais on estime que cela est suffisamment grave pour ne pas courir le risque de voir des superficies encore plus importantes être perdues. C'est en cela que le mur est important, de sorte à ne même plus donner lieu à ce genre de phénomène d'occupation. De quoi aussi éviter le braconnage ou la coupe de bois et les incursions dans le parc national, dont la rumeur abidjanaise a longtemps fait un repère de bandits. Dans le quartier de Ndotré-Sotrapim, la boutique de Mariam Zaïba fait désormais face aux murs d'enceinte et pour elle, c'est plus de sécurité. Parce qu'avant, c'était la forêt. On avait peur, même pour marcher, même dans la journée, même tu as peur. Cet autre habitant, à lui, dû arrêter d'aller cueillir des écorces. Ça, on pourrait trouver une ou deux plantes qu'on pourrait prendre rapidement à côté pour venir. Pas pour détruire la forêt, mais seulement pour se soigner. La forêt du Banco, un sanctuaire à protéger coûte que coûte, alors que la Côte d'Ivoire pourrait perdre la totalité de sa surface forestière d'ici 2050. Furlongo, une forêt littéralement emmurée pour la protéger, c'est une bonne initiative ou cette image vous rend triste? Cette image me rend très triste parce que malheureusement, ce n'est pas les seuls endroits en Afrique où ça arrive. L'idée de séparer la nature des personnes et de les enfermer, de créer ces sanctuaires où seulement des personnes pour faire du sport ou des personnes qui payent pour entrer, c'est malheureusement la réalité. Et il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui vivent directement de la forêt de manière soutenable, comme les peuples autochtones, mais aussi les autres populations locales. Et quand les parcs, les aires protégées arrivent, ils sont plus censés entrer à la forêt. Donc, pour protéger ces aires protégées, on voit bien, oui, on a la construction des barrières, mais aussi on a des gardes du parc, des éco-gardes, qui vont être armés et qui vont tirer des sous, ils vont torturer, arrêter ou violer les femmes et les hommes qui essayent d'entrer dans ces forêts. Il faut savoir... Oui. Non, je vous en prie, la question qui fait débat, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est la question que vous vous posez. Est-ce qu'on peut protéger la nature aux dépens de celles et ceux qui y vivent, à commencer par les peuples autochtones? Vous dites qu'il faut décoloniser l'approche de la nature. En quoi la démarche est coloniale? La démarche est coloniale parce qu'elle a été imposée, et les aires protégées ont été imposées par les empires coloniaux. Donc l'arrivée pendant les périodes coloniales, ils ont imposé ces aires protégées donc, dans lesquelles la population locale ne pouvait pas entrer, mais sans adresser la cause de la perte de la biodiversité. Donc plus les empires coloniaux détruisaient l'Afrique et exploitaient les ressources pour profit, plus ils avaient besoin de construire ces sortes de sanctuaires pour pouvoir jouir esthétiquement de la nature, en déprivant la population locale qui par contre vivait et dépendait de la forêt pour vivre, de leurs ressources naturelles. Et donc c'était une imposition, c'était un bol de terre au nom de la protection de la nature. Est-ce qu'il y a des exemples d'aires protégées dans lesquelles, qui ont été créées avec le consentement des populations locales, des autochtones? Non, moi j'ai fait ce travail depuis des années et je ne connais pas aucun cas en Afrique qui est ainsi dans lequel la population locale a cédé leur total droit à la terre à aucune ONG de protection de la nature ou l'État pour protéger au nom de la protection de la nature. Eux, ils ont besoin de la terre pour vivre et pas seulement parce que c'est leur supermarché. La terre, c'est leur église, leur pharmacie, donc l'endroit où ils prennent les plantes médicinales pour se soigner. La terre et tout. Et la vie pour aucun peuple autochtone va céder leur terre et perdre totalement les contrôles. Pourquoi? Pour quelle raison que ce soit. Donc non, je ne connais pas. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger la nature, l'avenir de la planète en dépend, mais il faut inclure, c'est ce que vous dites, il faut inclure les habitants sur place. Comment faire? Toutes les données à disposition nous démontrent que quand on reconnaît les droits territoriaux des peuples autochtones, donc quand on donne aux gens la possibilité d'habiter dans ces régions riches de biodiversité, on a plus de biodiversité. Donc dans les territoires autochtones, on a plus de biodiversité, on a moins de déforestation et on a plus de carbone par rapport même aux aires protégées. Donc la réponse est facile, c'est il faut reconnaître les droits territoriaux des peuples autochtones. Vous parliez de colonialisme vert, si je reprends une autre terminologie. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains reprennent en main leurs politiques environnementales? Est-ce que, du coup, ça donne une meilleure place aux habitants sur place?
En théorie, ils prennent sûrement leur propre politique, bien sûr, ils sont indépendants, mais la réalité, c'est que les agendas environnementaux et aussi les financements de tous ces projets des aires protégées, ils viennent de chez nous. Par exemple, la France, il finance énormément des aires protégées en Afrique. Récemment, l'AFD a annulé les projets de financement d'un parc Kaousi-Biega à cause des violations des droits de l'homme. Donc, il y a plein des fonds européens et américains qui arrivent à la protection de la nature comme ça, comme on la connaît aujourd'hui. Et donc, c'est pas du tout vrai que c'est les pays africains qui peuvent décider quoi faire avec leur propre forêt au paysage. Alors pour conclure, le congrès qui se tient aujourd'hui à Kigali se tient quelques mois avant la tenue de la COP 15 biodiversité. Ça sera en décembre à Montréal. La COP doit adopter un cadre mondial pour mieux protéger la nature ravagée par les activités humaines à l'horizon 2050. Après Kigali, est-ce que vous êtes optimiste ? Non, malheureusement, je ne suis pas optimiste parce qu'on continue à pousser l'idée que pour protéger la biodiversité, il faut doubler les aires protégées. Comme je vais vous montrer, si on double les aires protégées, on va doubler la souffrance des personnes. Il y a quasiment 300 millions de personnes qui vont perdre leurs moyens de subsistance. Et tout ça ne va pas vraiment résoudre et adresser les causes vraies de la perte de la biodiversité, qui est l'exploitation des ressources pour profit et la surconsommation. Ça sont les choses qu'on devrait vraiment, les choses dont on devrait vraiment discuter à la COP 15. Et par contre, ça, c'est tout à fait absent de l'agenda. Merci beaucoup Fior Longo d'être venu dans 64 minutes. Merci à vous et le congrès à Kigali se poursuit encore ce week-end. Merci.